Bonsoir à tous. Donc, nous allons voir ce soir la volonté libre que je divise en deux parties. Nous allons voir la première partie ce soir et la deuxième partie la semaine prochaine. Parce que sinon, c'est vraiment trop long. C'est un gros morceau de la psychologie, évidemment. Vous pouvez facilement le comprendre. Donc, ça ne sert à rien de voir trop de choses à la fois. On va assimiler les analyses les unes après les autres. Parce que, bon, saint Thomas et Aristote voient les choses de façon très détaillée, très précise. Hein, c'est de la dentelle. Donc, on voit la liberté sous de multiples facettes, contrairement aux hommes modernes, hein, aux révolutionnaires qui parlent de la liberté toute la journée, qui mettent la liberté sur toutes les mairies de France, mais qui ne savent pas ce que c'est que la liberté. Hein, sinon, l'aspect le plus restreint de cette liberté, qui n'est pas vraiment la liberté d'ailleurs, qui est juste la liberté physique. Hein, c'est je fais ce que je veux. Voilà. Ça, pour l'homme moderne, c'est ça la définition de la liberté. Je fais ce que je veux. Alors, la volonté libre est une faculté spirituelle de l'âme. La volonté est une faculté spirituelle de l'âme. Et la volonté libre, le fait qu'elle soit libre, la liberté, n'est qu'un accident de certains actes de la volonté. Accident au terme philosophique du terme. Hein. Rappelez la distinction entre l'accident et la substance. La substance, c'est le constitutif de la chose, hein, ce qui fait qu'une table est une table, qu'une chaise est une chaise. L'accident, c'est ce qui est tout à fait secondaire à la chaise, le fait qu'elle soit brune, rouge, jaune, verte, ça c'est un accident. Qu'elle soit grande, petite, ça c'est un accident. Hein. La substance, c'est le fait que ça soit une chaise. Bon, ben là, l'essentiel, si vous voulez, c'est la volonté, faculté spirituelle, et puis il y a une petite modalité, si vous voulez, voilà, c'est que certains actes sont libres. Pour cette liberté, pour ces actes libres, eh bien, il y a une distinction fondamentale entre la liberté d'agir et la liberté de vouloir. Donc ça, c'est la première distinction que l'on place lorsqu'on va parler de liberté. D'une part, il y a la liberté d'agir et d'autre part, la liberté de vouloir. Liberté d'agir. Et là, c'est le fameux faire ce que je veux. Ça, c'est la liberté d'agir. C'est une liberté purement extérieure, matérielle, libre de toute contrainte extérieure. C'est donc une liberté naturelle. Et lorsqu'on laisse faire la nature, sans intervenir, eh bien, on a une liberté d'agir. Ceci est vrai même pour les corps matériels. On va parler de chute libre. Qu'est-ce que c'est qu'une chute libre? C'est justement le fait que un objet matériel qui a donc un certain poids, qui par la loi de la gravité est attiré vers le sol, dans la mesure où il n'y a pas de contraintes extérieures qui viennent soit freiner, soit stopper la chute, on dit que c'est une chute libre. Donc vous voyez que cette conception de la liberté est très très loin de la liberté humaine. Cette liberté de contrainte est pourtant essentielle à l'acte volontaire. Ce n'est pas parce que c'est une réalité qui n'est pas une réalité spécifiquement humaine, puisque ça s'applique même aux objets, qu'elle n'est pas essentielle aussi à la liberté humaine. Car un acte violenté n'est pas volontaire. L'acte libre ne souffre pas de violence. Parce que la violence détruit la liberté.
Oui. Et ceci est extrêmement important pour tout ce qui concerne les contrats, en particulier le contrat de mariage, ou bien les engagements, comme l'engagement pour le sacerdoce. Si on est contraint violemment, c'est-à-dire tu te maries avec cet homme-là, donc tu lui dis oui devant l'autel, sinon la fille que tu as eue du précédent mariage ou de la précédente union libre ou ce que vous voulez, l'enfant que tu as eu, l'enfant que tu as, on le tue. Pas compliqué. Tu lui dis non, ta fille meurt. Oui. Eh bien, cela, c'est un motif de nullité de mariage. C'est extrême, hein, c'est une caricature pour vous faire comprendre. Et vous avez d'autres sens de violence, hein, qui sont peut-être moins, qui ne sont pas forcément des crimes, hein. Mais vous avez des menaces, par exemple, de beaux-parents, enfin de futurs beaux-parents, des menaces d'ordre financier, des menaces d'ordre, je sais pas moi, matériel ou moral, peu importe, eh bien, cela rend nul le consentement volontaire. Le consentement n'est pas libre. Le consentement est violé, donc le consentement est nul. Donc cette liberté de contrainte est absolument primordiale à l'acte libre. Maintenant, il y a différentes libertés d'action. Nous sommes dans la liberté d'agir, je vous le rappelle. Il y a différentes libertés d'action selon les différents types de contraintes. Par exemple, il y a les contraintes de force physique. L'absence de contraintes physiques vous donne la liberté physique. Il y a des contraintes par la force de la loi. La loi vous donne vous édicte un certain nombre d'interdictions. Eh bien, si nous n'avons pas de contraintes légales, nous jouissons de la liberté civile. Dans la politique, il y a la contrainte de la tyrannie. La tyrannie, c'est le despote, hein, une autorité illégitime, ultra contraignante. Eh bien, cette tyrannie anéantit la liberté politique. Pour être libre politiquement, il ne faut pas être sous la férule d'un tyran. Autre type de contrainte, la loi morale. La loi morale nous impose un certain nombre d'interdits. Dans la mesure où la loi morale nous autorise, où il n'y a pas d'interdit, eh bien, nous jouissons de la liberté morale. La liberté d'agir sans contrainte concerne seulement l'exécution des actes extérieurs. Elle ne concerne pas les actes volontaires intérieurs eux-mêmes. On peut vouloir librement sans pouvoir exécuter ce qu'on en a décidé. Mais on peut aussi renoncer à vouloir ce qu'on ne peut pas exécuter. Ça s'appelle une démission. Donc l'un ne va pas automatiquement avec l'autre. Deuxième sorte de liberté, la liberté de vouloir. En psychologie, quand on parle de liberté, il s'agit d'une liberté intérieure et non pas la liberté d'agir. Parce que, encore une fois, la liberté d'agir n'est pas psychologique, elle est extérieure, elle est matérielle, elle est physique. C'est-à-dire que la volonté de vouloir concerne uniquement la volonté, donc elle est psychologique. Il s'agit d'une liberté intérieure du choix de l'élection, qui est l'étape essentielle de l'acte volontaire, c'est-à-dire l'étape 8 dans le tableau que je vous avais communiqué la semaine dernière.
sur l'acte volontaire. Donc, étape 8, élection. La liberté de choix, qu'est-ce que c'est? C'est le libre arbitre. Ce qu'on appelle le libre arbitre. Alors, le libre arbitre se distingue lui aussi en deux. Il y a le choix d'agir ou de ne pas agir, simplement. Soit j'agis, soit je n'agis pas. C'est la liberté d'exercice. Et l'autre sorte de libre arbitre, c'est le choix de faire ceci ou de faire cela. C'est ce qu'on appelle la liberté de spécification. Il s'agit de faire quelque chose de précis. Tandis que dans le premier cas, il s'agit juste de savoir est-ce qu'on agit ou est-ce qu'on n'agit pas. Donc ces deux libertés sont distinctes, puisqu'on peut avoir l'une sans l'autre. Mais par contre, on ne peut pas avoir la deuxième liberté si on n'a pas la première. Vous ne pouvez pas choisir de faire quelque chose si vous n'avez pas le choix d'agir ou de ne pas agir. Cette liberté d'exercice est absolument fondamentale. La racine de la liberté est dans l'intelligence qui conçoit le bien parfait, le bien en soi, ou le bien universel, qui est un transcendantal. Oui. Et l'intelligence juge les biens particuliers imparfaits en les comparant avec le bien parfait. Ça, c'est le rôle de l'intelligence. Donc, tout être intelligent jouit de la liberté en ce qui concerne le choix entre les biens particuliers. Voilà comment l'explique saint Thomas dans la première partie de la Somme, question 59, article 3. Cela seul qui a une intelligence peut agir par un jugement libre, en tant qu'il connaît la raison universelle de bien, par rapport à quoi il peut juger que ceci ou cela est bon. Donc, partout où il y a de l'intelligence, il y a du libre arbitre. Et où est-ce qu'il y a de l'intelligence? Dans l'homme, dans les anges et en Dieu. Donc, dans ces trois sortes d'êtres, il y aura du libre arbitre. Saint Thomas déduit la liberté de la nature de la raison. L'homme, en tant qu'être raisonnable, n'agit pas par instinct comme les animaux, mais il agit par jugement. Deuxième opération de l'intelligence. Il y a un abîme entre les nécessités logiques des raisonnements et le domaine des situations concrètes et particulières où se développe l'action. On ne peut pas déduire rigoureusement à partir des premiers principes l'action précise qui doit être posée ici et maintenant. On ne peut que vérifier que l'action posée ne contredit pas les premiers principes. C'est pas pour autant que les premiers principes sont accessoires, qu'on peut s'en passer. Non, il faut absolument connaître les premiers principes. Seulement, on ne peut pas en déduire des conclusions concrètes. Mais par contre, lorsque l'on prend des décisions concrètes, lorsqu'on élabore des jugements, eh bien, il faut vérifier que nos jugements et nos décisions ne contredisent pas les premiers principes. C'est tout.
C'est un principe de non-contradiction entre nos jugements, nos décisions avec les premiers principes. Par rapport à l'action contingente, le jugement n'est pas déterminé. Il reste suspendu entre le oui et le non. La décision du choix va donc trancher librement entre le oui et le non. Enfin, troisième démonstration, saint Thomas fait encore dériver la liberté de la capacité de réfléchir. Vous voyez, saint Thomas donne plusieurs façons de montrer en quoi la volonté est libre. Donc il fait dériver la liberté de la capacité de réfléchir. La volonté suit toujours le jugement. Si nous ne sommes pas maîtres de notre jugement, nous ne serons pas maîtres non plus de notre vouloir. Mais l'homme, en jugeant ce qu'il doit faire, peut juger son jugement. Parce qu'il connaît la fin, il connaît les moyens, et il connaît le rapport des moyens à la fin, par son intelligence. Il est donc maître de son jugement grâce à sa réflexion. C'est-à-dire que l'intelligence revient sur elle-même, elle examine ses propres jugements. C'est ce qu'on appelle l'examen de conscience, tout simplement. Ce qu'on fait tout naturellement depuis notre plus jeune âge, depuis la préparation à la première communion, on fait son examen de conscience. Donc on juge ses jugements, et on juge, eh bien évidemment, les actions qui découlent de ce jugement. Voilà. Et je m'arrêterai là pour ce soir, parce que déjà, je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses. C'est pas long, mais c'est dense. Et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Pour cela, il faut appuyer sur le bouton rouge, là, sur le micro rouge. Bon, pas de questions. Alors, je vous dis à la semaine prochaine.